voudrais qu'on écoute un extrait de sa conférence de presse présentant son projet de mise en concurrence des bus et du notariat. Oui. Je voudrais articuler autour de trois axes ces mesures que je vais aujourd'hui essayer de vous présenter et qui illustrent, en tout cas structurent cette philosophie. Libérer, investir et travailler. Libérer parce que d'abord, nous avons besoin d'ouvrir certains secteurs, d'ouvrir certaines professions, de faciliter les accès, comme je le disais, à ceux qui n'y ont pas, aux plus jeunes, aux plus démunis, à ceux qui voudraient faire plus, aller plus loin, bouger. Ouvrir les autocars, ça ne veut pas dire la mort du train, ça ne veut pas dire que nous allons abandonner le train. Pour qui cette réforme est-elle bonne ? Elle est bonne pour ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer dans les transports en commun parce que le train est trop cher. Donc quand on me dit « les pauvres voyageront en autocar », j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Ouvrir ces professions, en particulier, les ouvrir aux jeunes. Parce que les jeunes professionnels, dans le notariat par exemple, mais dans d'autres professions réglementées du droit, n'ont pas accès assez vite aux responsabilités, n'ont pas accès assez vite à l'office notarial. Alors, voilà quelle était la tonalité un peu de Macron, à la fois ministre et de Macron en campagne. Alors, qu'est-ce qui était caché, en fait? Qu'est-ce qu'il a caché? Écoutez, je reprends son expression, ouvrir les autocars. Bon, ouvrons les autocars. Mais ce n'est pas seulement les autocars qu'il faut ouvrir. C'est l'ensemble des secteurs où fonctionnait encore en France, et ce depuis la libération, donc ce qu'on appelle des services publics qui existent dans tous les grands domaines et qui constituent donc ce qu'on appelle depuis très longtemps le fameux modèle français. Je crois que ça visait justement, c'était de casser ce modèle français pour ouvrir tous les secteurs à la concurrence privée. C'est un homme qui vient de la banque, on va associé de la première banque d'affaires française, et donc qui continue sur sa lancée en disant les banques sauront beaucoup mieux gérer tous ces lieux d'activité économique et sociale que le public. Donc il faut en finir avec le public, avec même l'idée du bien public, et remplacer ceci par l'initiative individuelle qui va rencontrer d'autres initiatives individuelles, qui va se heurter à d'autres initiatives individuelles, de façon à ce que le meilleur gagne dans cette compétition généralisée, et ceci dans tous les secteurs. En finir avec le public et même l'idée du bien public. Et même l'idée du bien public. Avez-vous dit? Même l'idée du bien public. Donc vous pensez que dans son esprit c'est la même chose? Le public et l'idée du... Le secteur public économique et l'idée du bien public, bien vous pensez sûr, que dans son esprit c'est la même chose? L'idée du bien public, c'est terminé. Écoutez ceci. C'était encore à la NRF. Donc après qu'il ait dit qu'il était l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque, il ajoute qu'il allait faire entrer ce vieux pays de petits bourgeois à l'abri dans le confort matériel, dans une nouvelle aventure où le tragique allait s'inviter. Ce qui peut s'entendre comme ces petits bourgeois donc bien protégés, parce qu'ils sont dans la protection sociale que leur offrent tous ces services publics. C'est ça qu'il faut casser. Et le tragique, ça va être, eh bien maintenant, si vous avez des qualités, si vous avez des qualités, faites-les voir, montez votre start-up, que votre start-up entre en concurrence avec d'autres start-up, et on verra lequel gagne. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien écoutez, c'est votre sort normal de ceux qui n'auront pas mérité donc de s'enrichir, c'est le déclassement, c'est la paupérisation. Qu'est-ce que vous pensez des motifs qu'il allègue dans les deux cas, à la fois pour les autocars et pour les notaires? Pour les autocars, il dit c'est pour mettre le voyage à la portée de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des billets de train, et sur le notariat, il dit c'est pour permettre à des plus jeunes d'entrer dans la carrière. C'est vrai que le notariat, pour le coup, est une profession très, très fermée dans laquelle il est très difficile d'entrer. Oui, mais ça c'est l'argument général. Quand on veut privatiser tous ces secteurs et tous ces lieux, on dit que le public... C'est que du pipeau? C'est pas que du pipeau, mais on dit que tous ces lieux gérés par le public ne sont pas performants, et qu'on va mettre quelque chose de performant qui va permettre à ceux qui veulent, à ceux qui en veulent,
de réussir, alors que ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils sont exclus de ceci. Eh bien, s'ils en veulent, ils vont réussir. Mais oui, mais ceux qui ne peuvent pas réussir, ceux qui sont déjà sur le bord de la route, ceux qui sont déjà abandonnés, seront encore plus abandonnés. Et c'est pour ça que, en même temps, pour reprendre son fameux syntagme du en même temps, donc il stigmatise ceux qui ne sont rien et qui resteront rien. Peut-être moins que rien. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, bon, sur l'écart, par exemple, le bilan est mitigé, certes, il y a des compagnies, enfin, je veux dire, les tarifs ont un peu augmenté depuis que la réforme a été introduite. Il y a une compagnie qui s'est retirée. En même temps, c'est vrai que un pari, je ne sais pas, au hasard, un pari Tour qui coûte 60 € en TGV coûte 15 € dans un bus. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est absolument vrai. Mais en même temps, cela allait affaiblir justement un autre secteur, qui était donc le service public de la SNCF, et qui était capable, qui avait déjà commencé d'ailleurs à mettre en place, lui aussi, ses réseaux d'autobus. Mais là, c'est un secteur qu'on commence à public, que l'on commence à casser, celui des transports, et ça devient le modèle général pour donc transformer les services publics et donc les ouvrir à cette concurrence généralisée où les gens sont priés de faire leurs preuves. Donc, si vous faites... Non, mais là, vous parlez du point de vue des entrepreneurs, mais du point de vue des usagers, je veux dire, c'est vrai que les voyages ont été mis à la portée de gens qui n'avaient pas forcément les moyens de voyager avant. Oui, peut-être, mais il y avait d'autres moyens aussi. Regardez, par exemple, les Blablacar, toute une forme d'association, etc. Il aurait pu aussi bien développer tout ceci. Et en plus, il avait développé tout ceci, il aurait satisfait à une contrainte écologique qui existait déjà à cette époque, parce que les bus, c'est extrêmement polluant par rapport à la SNCF. Et là, il aurait utilisé le parc automobile existant sans polluer davantage avec les autobus pour pouvoir développer des pratiques qui étaient déjà des pratiques de collaboration. Alors, selon vous, donc, Emmanuel Macron n'avait pas seulement un objectif global dissimulé au moment de sa campagne, il avait aussi un maître à penser dissimulé. Et alors là, entrée en scène de Bernard Mandeville. Bernard de Mandeville. Alors, c'est de Mandeville ? Bernard de Mandeville. De Mandeville. Ouais. Alors, présentez-nous Bernard de Mandeville, dont j'ai découvert l'existence en lisant votre livre. Ah ben, je suis content au moins parce que si vous avez découvert son existence, vous avez découvert un maître à penser de la mouvance libérale, néolibérale, ultralibérale, ordolibérale, de toute la mouvance donc néolibérale, à tel point que Bernard de Mandeville était présenté comme un mastermind, c'est-à-dire un maître à penser, par le chef de l'école de Chicago, Friedrich Hayek. Et bon, Bernard de Mandeville... Alors déjà à l'époque, bon, on a une petite... Alors ça c'est Hayek. Alors on revient à Mandeville, on a une petite idée de l'époque en voyant son portrait. 1670, 1733. Il écrit au début du 18e. Il écrit au début du 18e. Il écrit avant que commence à écrire les philosophes des Lumières. Exactement, voilà. juste avant. Juste avant. Alors ce qui est extrêmement intéressant à propos de Bernard de Mandeville, c'est qu'il a une formation à la fois de philosophe et il est médecin de l'âme, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire médecin des passions. Il est psy. Il est psy. Voilà, il est psy. Et il était, comme il est parti à Londres, des Provinces-Unies, c'est-à-dire de la Hollande à Londres, il s'est installé comme c'est le docteur Lacan de Londres en 1700. Quoi. Alors, en quoi il est important? En quoi, quelle est sa contribution à la théorie du libéralisme, de l'ordolibéralisme, de l'ultralibéralisme? Il est très, très important parce qu'il se situe donc à une époque charnière, qui est la première révolution industrielle anglaise, qui a vu la naissance du capitalisme. Et il voit comment les choses se nouent. Les choses, c'est quoi? C'est ce qui est, puisque c'est un psy, de l'économie psychique, comme on dit, des passions, et de l'autre côté, de l'économie marchande, c'est-à-dire les flux marchands. Et il boute les deux, il réussit à joindre les deux. Et donc son premier texte extrêmement fameux, qui lui voudra d'ailleurs des poursuites en Angleterre, dans toute l'Europe, etc., s'appelle La Fable des abeilles, qu'il a écrite Fable of Bees, qu'il a écrite sur le modèle des fables de La Fontaine, normal, puisqu'il est le traducteur en Angleterre. Il y a quelque chose il y a encore un peu de français dans son nom, ça se voit bien. Il dit encore le français. Et il traduit donc les fables de La Fontaine en Angleterre. Il introduit 29, si mes souvenirs sont exacts. Et il les publie vers 1705. Alors, La Fable des abeilles. Allez-y. Alors, il a pris le tour de main
La Fontaine, et donc il se prend à écrire une fable. Et la fable des abeilles, ça raconte l'histoire d'une ruche qui est riche, ruche riche. Pourquoi? Parce que tout le monde est un peu voleur sur les bords. Par exemple, quand vous voulez arranger une affaire de justice, vous allez voir le juge et vous aider à ce que votre affaire se résolve un peu mieux. Vous lui graissez la patte. Oui, graissez la patte. Il prend une commission. Du coup, le juge prend une commission, 2 commissions, 10, 50 commissions, et le juge devient riche. Et le juge, parce qu'il est riche, va évidemment utiliser son argent. Il ne va pas le mettre sous son oreiller pour se donner une belle demeure. Et donc il va faire venir un architecte pour lui construire une belle maison, des décorateurs d'intérieur, des tapisseries, des meubles, un équipage avec des chevaux, etc. Et donc, tout fonctionne comme ça, tout le monde est un peu voleur sur les bords, et donc l'avidité de chacun permet donc qu'il y ait un cumul d'argent, et que ce cumul d'argent ruisselle. C'est la première théorie du ruissellement. Il utilise le mot? Non. C'est implicite, c'est implicite. C'est parce qu'il dit, bon, celui qui a accumulé va devoir dépenser, et embaucher d'autres. Alors, chez notre cher président, il récuse la théorie du ruissellement, mais il a mis une théorie qui est alternative, qui est celle des premiers de cordée. Par les premiers de cordée, le ruissellement, ça se passe d'en haut vers le bas. Les premiers de cordée, c'est ceux qui sont en haut, et ça ruisselle aussi vers le bas. Donc c'est quand même assez proche. Et voilà, la ruche est riche, parce que tout le monde est un peu voleur sur les bords. Mais les gens sont hantés par la culpabilité. Les abeilles, les braves abeilles, les habitantes de la ruche, sont hantés par la culpabilité. Un beau jour, disent, écoutez, on n'en peut plus, on se livre à notre avidité, à nos vices, etc. Et donc, on est vraiment tenaillé par... on a mal en nous-mêmes, on se sent coupable. Et là, c'est le psy qui parle, donc va traiter la culpabilité. Grand thème, donc, du champ psychiatrique qui naît. Et donc, des habitants décident, bon, du jour au lendemain, on va devenir honnête. Plus de commissions, plus de petits coups, tout va être clean, clair et net. Et Mandeville raconte que c'est la deuxième partie de la fable, dès que cette décision est prise, la ruche se met à péricliter progressivement et finit dans le creux d'un arbre, toute rabougrie, toute seule, et devient la proie des autres ruches qui sont riches et qui n'ont pas opté donc pour l'honnêteté. Et il y a une conclusion extraordinaire qui dit, écoutez, abandonnez vos chers soucis de rigueur morale, tout ceci ne peut amener qu'à la ruine. Et la morale, puisque nous sommes dans une fable, donc il y a une morale, une maxime, comme dans les fables de La Fontaine, dit tout en une phrase: les vices privés, avidité, vol, mensonge, rapine, etc., les vices privés font la vertu publique. La vertu publique, c'est la richesse publique. Voilà. Et donc, cessez de vous sentir coupable, c'est le conseil du psy, et allez-y, livrez-vous à fond à vos vices privés. Comme ça, vous allez sortir le monde qui était dans un état de pénurie généralisée. C'était la thèse de Hobbes peu de temps avant, 50 ans avant. Vous allez sortir le monde de l'état de pénurie généralisée pour amener un état d'abondance. Et pour amener l'abondance sur Terre, il faut se livrer à ses vices privés. Il y a une dimension théologique là-dedans. Aussi. Ah bah oui, il y a une dimension théologique. Parce que Mandeville dit quelque part dans d'autres textes, je connais bien ces textes, je vais en publier d'ailleurs d'autres bientôt, il y a une dimension théologique parce qu'il dit, bon, jusqu'à présent, on a misé sur les saints. Voilà, il fallait donc être propre, il fallait donc faire preuve de retenue, il fallait être honnête, etc., etc. Et il dit ça, c'était le plan numéro 1 de Dieu. Le plan 1 de Dieu, le plan A de Dieu. Mais il y a un plan B. Est-ce que vous croyez que Dieu a créé 80 ou 90% des gens comme vicieux, comme menteurs, comme voleurs, comme égoïstes pour rien?
Eh bien non, il a créé ces gens pour qu'ils servent à quelque chose, c'est-à-dire à sortir le monde de la pénurie, ce que les saints ne feront jamais, et donc amènent un état d'abondance. Le seul prix à payer, c'est de se libérer de toute culpabilité. Alors, et on est au cœur de l'anthropologie libérale. Alors, c'est évidemment, toute cette théorie amène plein de questions. Alors, déjà, je pense que tous nos spectateurs colleront des visages et des pratiques contemporaines sur cette théorie du XVIIIe siècle. Là, on peut appeler. Pensez à notre Carlos Ghosn, dernièrement. À qui ? À notre Carlos Ghosn. Voilà, alors évidemment, Voilà. on ne peut pas ne pas penser à l'incarcération de Carlos Ghosn au Japon d'une manière tout à fait concomitante au mouvement des Gilets jaunes, pour ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus, les abus de position dominante, la spéculation, l'évasion fiscale, etc. Donc on peut coller toutes sortes de pratiques contemporaines. La transposition est immédiate. Elle est immédiate. Alors c'est une théorie totalement immorale. On est d'accord ? Elle ne s'embarrasse plus d'aucune... C'est caduc. Voilà. Tout ce qui est moral, on s'en fiche, c'est caduc. Voilà. Oubliez tout ça et pensez donc à développer votre propre industrie selon ce que... votre penchant. Si votre penchant est vicieux, ben allez-y. Mais alors, est-ce que c'est pour cette raison que Mandeville a totalement sombré dans l'oubli ? Parce que, je veux dire, voilà, on connaît... quand on parle de penseurs du libéralisme, si vous voulez, on pense à Adam Smith, qu'on enseigne dans les écoles, qu'on enseigne dans les universités, etc. Il y avait quelques autres. Mais alors, Mandeville, personne. Et c'est pour ça ? En tout cas, c'est pour ça que je sors, oui, c'est pour ça. Non, mais est-ce que c'est pour ça qu'il a sombré dans l'oubli ? Oui, bien sûr. Pourquoi il a sombré dans l'oubli ? Il a sombré dans l'oubli parce que... Il n'a pas sombré dans l'oubli pour tout le monde. Je vous disais qu'il était considéré comme le maître à penser par l'école de Chicago, qui dirige le monde depuis 30 ans maintenant, depuis les années 1980, et qui a raflé 90% des prix Nobel d'économie depuis 1980. Mais il ne le revendique pas, personne ne le revendique. Comment ça ? Il ne le revendique pas. Hayek le revendique, il a fait des conférences à l'Académie britannique qui ont été entendues par Margaret Thatcher. Il était connu de Ronald Reagan. Il était absolument connu de ces cercles de la mouvance libérale. Et en même temps, il fallait complètement le dissimuler aux autres. C'est un auteur ésotérique qui fonctionne donc comme un maître à penser pour ces milieux de la mouvance libérale et qui doit être absolument dissimulé pour le bon peuple. Mais alors comment ils ont pu à la fois le revendiquer et le dissimuler ? Ça, je ne comprends pas. Il suffit comment on fait pour à la fois revendiquer et dissimuler ? Vous construisez des écoles de pensée où vous faites tout commencer par, justement, vous le mentionniez, Adam Smith. Et donc, Bernard de Mandeville disparaît des radars, donc il n'existe pas. Oh oui, c'est un penseur annexe, etc. C'est pour ça que je le ressors. Je viens de sortir, donc en édition de poche, 5 textes majeurs de Mandeville, dont La Fable des abeilles, avec une introduction de 100 pages pour montrer l'extraordinaire importance de Mandeville et l'importance qu'il a toujours maintenant dans la mouvance néolibérale. Alors, vous savez, en expliquant comme ça qu'il y a une théorie absolument immorale qui est à la base du fonctionnement du capitalisme et qui est connue seulement d'un tout petit nombre d'avertis, voilà, vous êtes quand même à 2 doigts de la théorie des Illuminati. Oui, qui explique quand même qu'il y a une vérité ultime révélée que seul un tout petit nombre d'initiés ont le droit de connaître. On est quand même à 2 doigts de ça. Alors écoutez, je veux bien que vous me créditiez de cette théorie, si vous créditez en même temps le chef de file de l'école de Chicago d'être lui aussi un Illuminati qui donc sacrifie à Mandeville en le présentant chez les dirigeants du monde entier dès les années 60 et qui produit beaucoup d'effets puisque c'est directement en fonction de ces théories que se crée le courant néolibéral qui, avec Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis, vont changer le cours du monde. Au cœur de tout ça, donc, il y a Hayek, l'école de Chicago, et il y a donc le mastermind, le maître à penser de Friedrich Hayek. Donc, c'est pas moi qui suis un défenseur des Illuminati, c'est lui. Ils ont trouvé le grand théoricien. Moi, ce que je fais, c'est simplement le présenter sa théorie parce qu'elle est extrêmement mal connue. Je vous signale quand même qu'au XVIIIe siècle,
quand ces théories ont été connues, elles ont été connues en France chez Rousseau, chez Voltaire. Voltaire s'est inspiré d'un certain nombre de textes de Mandeville, sans le citer, ça commence déjà. Déjà là, ça commence déjà là. Dans son traité de métaphysique de Voltaire, il sort entièrement de Mandeville. Et Mandeville a été refoulé une première fois parce qu'il a subi toute une série de procès qui se sont soldés par le fait que ses livres ont été brûlés. Alors, c'est le grand jury du Middlesex qui a condamné ses œuvres. En France, en 1745, quand ça a été traduit par Madame du Châtelet, la maîtresse de Voltaire en France, ça a été connu, et quand on s'est aperçu de l'amoralité, de l'immoralité de l'œuvre de Mandeville, ces œuvres ont été mises à l'index et brûlées par le bourreau. Donc il n'en restait plus rien. Ça a continué de fonctionner, de circuler, donc chez des milieux avertis. Et le dernier temps du refoulement, ça a été avec les théories au début du XXe siècle de Max Weber sur la naissance du capitalisme, qui inverse complètement le capitalisme sort, c'est l'éthique protestante à l'esprit du capitalisme de Max Weber, 1919-1920, où il explique que le capitalisme sort du protestantisme qui se présente donc comme puritain, comme devant amasser de l'argent pour avoir des signes de reconnaissance de leur prédestination auprès de Dieu, mais qui en même temps, comme ils sont puritains, ne peuvent pas dépenser, et donc créent donc une accumulation. Et donc, si vous lisez Max Weber, Mandeville était très diffusé à l'époque de la formation de Max Weber dans les années 1880 en Allemagne. Il n'y a pas une seule mention dans toute l'œuvre de Max Weber de Mandeville, qui pourtant était extrêmement connu. Alors, explication ? Deuxième occultation de Mandeville. Et toute notre formation, nous, intellectuels du XXe siècle, a été sur donc, ce qu'était le capitalisme et la naissance du capitalisme, vient de Max Weber, qui occultait Mandeville. Et donc là, il y a eu une occultation de Mandeville, donc je sors Mandeville, je viens de sortir 5 textes, je le répète, en édition de poche, okay. Je vais en sortir un autre. Bon, alors, le chaînon manquant entre Macron et Mandeville, est-ce que quand même vous avez suivi Macron à la trace tout au long de sa vie, est-ce qu'on trouve une seule trace d'une influence de Mandeville chez Macron? Est-ce qu'il le cite une fois? Ou alors est-ce que, comme les autres, il l'aurait lu et se serait empressé de cacher le fait qu'il l'aurait lu? Écoutez, il est évident que Macron a lu l'école de Chicago, que ça soit Friedman, que ça soit... Encore une fois, on ne sait pas. Que ça soit... En manque de preuves encore. Attendez. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas qu'on manque de preuves. C'est qu'à partir du moment où, Macron est quelqu'un qui a une intelligence manifeste, supérieure même, qui a beaucoup travaillé, et donc pour exercer sa profession de banquier d'affaires, il a auparavant fait l'ENA, et il a été donc baigné dans les théories libérales et néolibérales, et évidemment celle qui est en vigueur depuis 1980, celle de Hayek et de Friedman. D'ailleurs, quand on l'interroge sur Thatcher, il dit « Vous ne savez pas la chance que les Anglais ont eu d'avoir Thatcher ». Bon. Et donc, dans le lot qu'il reçoit de Hayek, il y a le mastermind de Hayek, et il est là. Donc, on ne peut pas le rater. Non, mais ce qui est sûr, c'est notre méconnaissance maintenant. Ce qui est sûr, c'est que ça colle. C'est pour ça que votre livre est très séduisant, parce que tout colle. Même si on a de preuves de rien, si vous voulez, même si on n'a pas de smoking gun. C'est pour ça qu'il faut reconstituer, mais c'est ça la pensée, c'est d'essayer de reconstituer les chaînons manquants et de reconstituer tout ça. Et donc, quand on reconstitue ça, on dit « mais attendez, là, je pige un truc, là. » Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, quand j'ai commencé à reconstituer tout ça. Je me dis, attendez, là, je me suis dit tout seul, attends, je suis en train de trouver un truc, là, extrêmement important, qu'il faut que je publie, que je montre, que je dévoile, et que donc je publie tous les textes, non seulement ce texte-là, mais tous ceux qui vont avec, notamment sur celui qui a été publié il y a même pas un an maintenant, sur Mandeville. Il y a 500 pages de textes de Mandeville décortiqués là-dedans. Voilà. Hein.
Bon, alors, ceux que votre livre mettra en appétit, ils auront de quoi satisfaire cet appétit. Alors, encore un truc qui colle, c'est la flatterie, justement. Puisque la flatterie, on parlait au début de cette émission du problème de Macron qui n'a pas réussi à doser la stigmatisation et la flatterie. C'est ce que vous disiez au début de l'émission. Mais la flatterie, c'est chez Mandeville. Bien sûr. Alors, la flatterie. Alors, juste, pardon, avant que vous commenciez sur la flatterie, je voudrais qu'on puisse entendre ce que peut donner la flatterie par Emmanuel Macron. Oui. C'était avec Jean-Pierre Pernaut. J'ai demandé un effort aux personnes retraitées. Et une partie d'entre elles, aux 60% qui payent la CSG au taux normal. Bon, je veux m'expliquer, mais d'abord je veux dire une chose. Je leur dis merci. Je leur dis merci et je veux leur expliquer pourquoi je leur ai demandé cet effort. Je veux l'expliquer d'abord à tous nos retraités. D'abord, je veux leur dire, il n'y a pas de souverain mépris. Moi, j'ai besoin de vous. Donc, en effet, j'ai fait appel à vous. Et je vous en remercie, mais je veux quand même vous expliquer quel est notre système. Je lui demande un effort. Je le sais, je l'en remercie. Je ne vais pas mentir, de toute façon, je vous ai demandé un effort. Donc je vous en remercie. Oui, j'ai demandé à nos anciens un effort. Oui, je l'ai demandé parce que c'est ma responsabilité, je ne les ai pas pris en traite, je leur ai dit. Mais je le dis avec beaucoup de considération, je le dis en les remerciant. Voilà, là il y a un message, il y a clairement un message. Alors, la flatterie, c'est un autre texte de Mandeville dont on n'a pas de traduction depuis 1740 et qui s'appelle Les origines de la vertu morale. C'est un texte complètement sidérant, complètement extraordinaire, que je vais donc prochainement republier et commenter parce que là-dedans, il expose donc son art de gouverner, justement, pour ménager l'appropriation privée, parce que l'appropriation privée est ceux qui accumulent de plus, donc sont ceux qui vont nous sortir le monde de la pénurie. Et donc, il dit, voilà, les hommes, il y a une théorie anthropologique, les hommes sont globalement égoïstes. Quand vous essayez de les convaincre de se réfréner, ils veulent bien vous écouter, mais ils n'en font rien du tout. Bon, donc le seul moyen de pouvoir les tenir, c'est-à-dire les tenir en société, sans qu'ils on revienne à Hobbes, c'est-à-dire la guerre de chacun contre chacun, c'est de se distribuer pour les dirigeants des flatteries et leur dire « vous êtes formidables, vous êtes vertueux, je vous remercie, vous avez donné quelque chose, pour le bien commun, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, etc. etc. » Et Mandeville dit, voilà, il n'y a que ça qui peut tenir les individus tranquilles dans une société, c'est de distribuer des flatteries. En même temps. Davantage que les avantages matériels, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Non, il dit, s'il fallait, normalement, pour que les gens se tiennent tranquilles, il faudrait les payer, mais on n'a pas d'argent pour les payer tous, donc il faut les tenir avec quelque chose qui ne coûte rien. Et quelque chose qui coûte rien, c'est du vent, du blabla, des paroles et des flatteries. Parce que les flatteries, vous pouvez distribuer, ça coûte rien. Mais il y en a qui les entendent et du coup, ils se croient vertueux. Donc, ils se tiennent tranquilles, ils sont travailleurs, ils contribuent au bien de la nation, on leur pique quelque chose sur leur retraite, mais peu importe, ça participe au bien commun, etc. Alors ça, c'est le premier temps. Donc, composer une vaste classe de gens tenus par la flatterie et qui se croient vertueux. C'est un psy, hein. Ils se croient ce qu'ils ne sont pas. Et il y a un inconscient là-dedans, ce qu'ils ne sont pas, mais ils se croient vertueux. Et donc, le deuxième temps, c'est de désigner une petite classe de gens qui ne sont pas vertueux et qui vont être donc des classes dangereuses. Alors ceux-là, il faut les stigmatiser, des fainéants, des cyniques, etc. C'est une petite classe. Bon. Et donc c'est la politique que Macron a appliquée. Vous avez donné un exemple tout de suite, et en même temps, il a stigmatisé donc une classe de gens qui ne sont pas vertueux. Mais il a mal dosé, on le disait au début. Voilà. Le problème de dosage, c'est qu'il s'est complètement planté dans le dosage. Il a complètement stigmatisé ceux qui étaient vertueux et ceux qu'il aurait dû stigmatiser, il les a encensés. Donc, un mauvais élève, il a appliqué, mais un peu trop vite, parce que c'est un garçon un peu pressé. Et donc, il a été beaucoup trop vite dans l'application des théories de Mandeville. Mais c'est pas tout dans Mandeville, parce que dans ce
texte-là sur les origines de la vertu morale, Mandeville explique que, bon, ça, ce sont deux classes imaginaires créées par les dirigeants. Donc, une vaste classe de vertueux qui se traînent tranquilles, et en regard des dangereux, des classes dangereuses, etc., etc. Il dit tout ça ne se met en place que pour qu'une troisième classe, nous. Alors, Mandeville dit « the worst of them », les pires d'entre les hommes, puissions simuler la vertu et dissimuler nos penchants d'avidité. Et il dit, c'est cette classe-là, cette petite classe, donc, à qui il revient d'administrer l'ensemble de la société pour profiter, donc, de l'effet de vertu créée et de l'effet de stigmatisation, pour amasser, de façon à ce que cet amas soit ensuite redistribué de proche en proche, pour les bienfaits de la société. Et on retrouve alors je ne sais pas si on dit les 1% ou les 0,1%. Ou les 0,1%. Et donc, il désigne une petite classe qui est la classe worst of them, ça veut dire les pires d'entre les hommes. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des pervers manipulateurs. Et c'est ce qu'il apparaît aujourd'hui. Il apparaît comme un manipulateur, donc qui a utilisé les histoires qu'il a apprises à la banque Rothschild, etc., pour manipuler les gens, mais il a été donc assez malhabile, maladroit. Il aurait pu être adroit, il aurait pu être semi-habile. Il a été très maladroit, justement dans le dosage des maximes mandevilliennes de la flatterie et du blâme. Alors, je voudrais qu'on termine par vous avez prononcé le mot d'égoïsme. Et c'est vrai que toute votre œuvre semble légèrement obsédée par cette notion d'égoïsme. Oui. Et je voudrais, pour terminer, vous poser une question sur le mouvement actuel. Est-ce que vous avez le sentiment que cet égoïsme aujourd'hui gouverne seulement, on va dire, cette troisième classe, les 1%, les 0,1%, l'élite, ou est-ce que cet égoïsme est un moteur plus universel? Et par exemple, est-ce que vous avez l'impression que cet égoïsme gouverne aussi le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des revendications actuelles, cette revendication des classes populaires ou des petites classes moyennes, j'en sais rien. Est-ce que c'est seulement les très riches ou est-ce que c'est tout le monde qui est mu par l'égoïsme? Oui. Alors, le souhait de cette troisième classe, c'est que l'égoïsme devienne le moteur universel. Le moteur universel, parce que ça mettrait en place donc une concurrence entre les entreprises, entre les individus, entre les institutions, concurrence qui permettrait donc à ce que ceux qui ont été les plus forts, les plus égoïstes, qui ont défendu le mieux leur visée, soit au poste de commande. Mais c'est leur donc souhait, ça, c'est la. Souhait, mais ils y sont arrivés ou pas? Ben justement non, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent justement dans ce peuple de Gilets jaunes des éléments qui sont des éléments d'altruisme, le souci du bien commun, un souci d'égalité en France, un souci de répartition au niveau de la fiscalité qui fait qu'on ne peut pas simplement donner aux 1% ou 0,1% et eux les prélever. Donc il reste dans ce peuple-là, on ne sait pas ce que ça va donner, peut-être que ça va être complètement détourné, ça je ne jure de rien de ce qui peut arriver. Mais en tout cas, il apparaît donc un sentiment altruiste qui a été longtemps soutenu donc en France par justement ces institutions de service public, par le souci du bien public qui a été soutenu donc par de la répartition, par de la protection sociale, etc., qui fait que, par exemple, la France n'est pas les États-Unis, parce que si vous êtes aux États-Unis, vous ne devez penser qu'à vous pour payer l'éducation de vos enfants, 100 000 $ par an si vous les envoyez à l'université, 1 000 $ pour votre protection sociale, votre retraite, etc. Ici, il y a un service public qui, en principe, s'occupe de ceci. Or, c'est ça qu'il faut casser, parce que ça ne rapporte pas assez. Ça ne rapporte pas assez parce que donc l'idée de cette troisième classe, c'est qu'eux gouvernent par ce qu'ils appellent les nombres. C'est-à-dire qu'il faut les nombres les plus performants, ce qui ramène donc de la performance, partout de la performance. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas performant, il faut le casser. Or, ce que ce bon peuple est en train de voir, je ne sais pas s'il va rester longtemps bon, ce peuple, ça peut très très mal tourner et même très très mal se finir, mais ce que ce peuple est en train de voir, c'est que ce gouvernement par les noms est en train de détruire le gouvernement par les lois. Le gouvernement par les lois de la République. La République est hantée sur ce triptyque liberté, égalité, fraternité.
Donc, soit on fait un gouvernement par les lois qui maintiennent ces trois principes-là, soit un gouvernement par les nombres qui détruit donc, en premier chef, le principe d'égalité. Et ça, le peuple se cabre. Il est en train de réagir. On ne sait pas où ça va aller, mais en tout cas, quelque chose est parti. Merci Démosthène. Merci, cher Daniel Schneiderman. Merci aussi pour votre travail. Je rappelle donc le Code Jupiter, c'est un petit livre qui se lit vraiment très très facilement, c'est très très accessible pour le livre d'un philosophe. Vous avez fait très fort, alors je ne dirais pas forcément autant des 500 pages de Mandeville que vous nous prédisez. Chacun verra. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.